Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous les règles de Flesh and Blood. Si la vidéo est un peu longue, c'est parce que je vous ai préparé plein d'exemples, y compris avec des vraies cartes, afin que vous puissiez beaucoup mieux cerner les notions abordées. De plus, j'ai aussi répondu à toutes les questions que je m'étais posées à l'époque quand j'ai découvert les règles, parce que je ne les avais pas trouvées directement, elles ne sont apparues que lorsque j'ai eu justement certains cas en jeu, et donc quand j'ai rencontré des joueuses et des joueurs. Ce qui fait que non seulement je fais gagner un petit peu de temps, mais en plus ça vous permet de beaucoup mieux cerner de suite. Alors affûtez vos armes, connectez vos neurones, parce qu'aujourd'hui je vous confie une technique un peu spéciale. La question du jour à 1 million d'euros, c'est donc comment joue-t-on à Flesh and Blood ? Avant de pouvoir jouer, il faut bien évidemment préparer son deck. Le format que je vous propose aujourd'hui pour découvrir ces règles, c'est le format classique. Il y en a d'autres, dont le fameux Âge d'Argent, dont j'ai fait une vidéo et je vous mettrai le lien en description. Mais celui-ci, c'est le plus classique. Si vous venez de Magic, cela correspond au format standard. En gros, ce qui change, ce seront juste les différentes contraintes au niveau des cartes que je vais vous présenter ici. Il y a donc une carte héros plus 4 cartes d'équipement qui correspondent donc tête, torse, bras, jambes et armes. Armes, j'ai mis entre parenthèses le S puisqu'il peut y avoir une arme à une main, deux armes à une main, une arme à une main plus un bouclier et juste une amulette, une boussole pour Gravy Bones par exemple. Le deck se compose de minimum 60 cartes, libre à vous d'en avoir plus, je ne vous conseille pas pour l'instant, faites 60, c'est déjà très bien, et 3 copies maximum par couleur. Pourquoi est-ce que je précise par couleur ? Chaque carte peut être éditée dans différentes couleurs, donc en rouge, en jaune et en bleu. Ce qui change grosso modo à chaque fois, ça va être très souvent la valeur de l'attaque. Donc cette carte-là, bannie récemment, mais ça me fait plaisir de la montrer. Elle existe en 3 couleurs, et donc en fait vous avez totalement le droit de jouer 3 copies de celle-ci en rouge, 3 celles-ci en jaune, et 3 copies de celle-ci en bleu. C'est pour ça que je précise 3 copies maximum par couleur. C'est bien sûr pas la seule, là, mais c'était pour illustrer. Les cartes sont choisies par mots-clés. Les cartes qui accompagnent donc le héros, ces fameuses 60 cartes, elles doivent correspondre aux mots-clés de votre héros, ou alors avoir le mot-clé générique. Votre héros, donc qu'on voit ici, a en bas ces mots-clés qui sont donc pirate, nécromancien, héros, ce qui fait qu'il a le droit d'avoir des cartes génériques ou des cartes pirates. On voit en bas à gauche pour Filler's Green c'est générique, pour Trésor englouti c'est pirate, et pour la dernière à droite c'est pirate équipement aussi. Ce qui fait que on peut vraiment avoir pour chaque héros toutes les cartes disponibles avec leurs mots-clés. Je vous en ai présenté d'autres ici pour vous faire un petit peu saliver face à ces magnifiques graphismes, où celles-ci sont pirates nécromanciens, donc ça veut dire qu'il peut y avoir que Gravy Bones qui les a, puisque pour l'instant c'est le seul pirate nécromancien. C'est donc ce qu'on voit en bas en termes de mots-clés. La mise en place. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une partie ? Eh bien, il faut tirer au hasard le ou la personne qui va jouer en premier. Cette personne-là choisit de commencer ou de laisser la main. Il y a des petites astuces, des petits tricks pour savoir, selon le match-up, selon votre héros, est-ce que vous avez plus ou moins intérêt ou pas à commencer. Pour l'instant, vous tirez au sort qui commence, et au moins ça sera bien comme ça. Vous placez donc le héros et les équipements, comme je vous le montre ici. Donc vous avez héros et équipements qui sont mis en place. Moi, comme je l'évoquais tout à l'heure, au niveau de l'arme, j'en ai qu'une, elle est ici. Une fois qu'on est en place, il ne reste plus qu'à se souhaiter un bon jeu. Je vous rappelle qu'on est là pour s'amuser, que ça reste qu'un jeu, et que oui, le but c'est quand même, final, c'est quand même avant tout de s'amuser, de gagner, mais on est là pour jouer. Se souhaiter une bonne partie, donc je l'ai remis 2 fois. Il faut piocher le nombre de cartes égal au petit logo en bas à gauche, qui s'appelle l'intelligence. 99% des héros piochent 4 cartes, mais il faut avoir en tête qu'il existe d'autres héros qui ont une intelligence différente. Je me permets de vous rappeler que le but du jeu, c'est d'amener les PV de l'adversaire à 0. Donc c'est pour ça qu'à droite, il y a écrit 40, puisque l'adversaire a donc 40 points de vie.
Donc ici Caillot, intelligence de 4, comme l'immense majorité des héros. Cependant, la nouvelle extension sortie en septembre a vu l'apparition de héros ayant seulement une intelligence de 3, ce qui fait que les personnes qui jouent Tough Nut vont avoir 3 cartes dans leurs mains, en tout cas quand il va falloir repiocher, et les personnes qui jouent Liat vont en avoir 5. Mais sachez que ce sont vraiment des exceptions, l'écrasante majorité des héros ont 4 d'intelligence. Phase de tour. On a préparé le deck, on a mis en place le tapis, maintenant on est parti. On commence par la phase d'action. La phase d'action, elle se compose de 4 étapes. Attaque, défense, les réactions et les dégâts. On va détailler ça bien sûr étape par étape. Cette histoire de réaction, je vous la présente ici parce que c'est vrai que ça semble toujours un petit peu abscon au début. C'est écrit en bas à gauche, on voit qu'on a Draconic Warrior, attaque, réaction. Ça veut dire que celle-ci, c'est pas une attaque toute seule, c'est une attaque, réaction. Think Below, c'est pas une défense toute seule, c'est une défense qui est générique, donc qui peut être utilisée par tous les héros, et qui est une défense de réaction. On verra que ces mots-clés sont fondamentaux pour la suite. La phase de fin, donc ça c'était une brève présentation des étapes de la première phase. La phase de fin, elle comporte elle aussi 4 phases. Arsenal, pitch, redresser et pioche. Je vous mets le petit récapitulatif. Finalement, Flesh and Blood, c'est, pour ainsi dire, seulement 8 étapes. Ça paraît long, mais typiquement, les 4 dernières, ça prend 2-3 secondes maximum. Hein. Donc vraiment pas de panique avec ça. Ça paraît long, mais on va justement voir tout ça en détail, étape par étape. Alors ici, on se place donc au sein de la phase d'action. Je vous ai mis les petits rappels en haut à droite pour bien que l'on voit où on est. Comment est-ce qu'on joue les actions, puisqu'on est à la phase d'action? À la phase d'action, on va gagner ce qu'on appelle un point d'action. Simple. Le point d'action, l'acronyme est PA, permet de jouer une carte action. Jusqu'ici, tout va bien. Si vous n'avez pas de point d'action, eh bien vous ne pouvez pas jouer et on passe directement à la phase de fin de tour. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer, il faut un point d'action. Si certaines cartes ont l'affixe, ce qu'on appelle en français encore une fois ou en anglais c'est go again, vous avez la possibilité de continuer à jouer. C'est un cas spécifique, mais je voulais vous le présenter une première fois. Ici, ce sont des cartes, on va dire, standard. Vous avez votre point d'action, vous utilisez le point d'action pour jouer cette carte, et puis ensuite vous passez à la phase de fin de tour. Avec ces cartes-là, vous utilisez votre point d'action pour jouer cette carte, et puis l'affixe Go Again vous donne la possibilité de jouer encore une fois. D'où le nom encore une fois. On est toujours dans la phase d'action, dans la façon de jouer les actions, puisque pour pouvoir jouer les actions, il faut 2 paramètres. Avoir, bien sûr, un point d'action, ce que je vous ai remis ici entre parenthèses, mais aussi pouvoir utiliser des ressources pour payer le coût de la carte. C'est ce qu'on appelle pitcher, ou le pitch. Il est interdit de pitcher sans raison, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire bon, allez, je vais générer des ressources. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permettrait, on va le voir après, mais ça vous permettrait de recycler cette carte, puisque les cartes de pitch vont ensuite dans le paquet, et ce qui fait que comme vous repiochez derrière, ça vous permet de recycler une carte. Donc il est interdit de pitcher si vous n'avez rien à payer. Alors, ici, les cartes ont 3 couleurs. Comme je vous ai montré pour Golden Tipple, il y a rouge, jaune et bleu. Ça veut dire que chaque carte va apporter un certain nombre de ressources. On peut générer, donc les cartes peuvent générer 1, 2 ou 3 ressources en fonction de la couleur, respectivement rouge, jaune et bleu. Ça, c'est en haut à gauche de la carte. Pour le logo et la couleur, elle est sur le bandeau. Le coût des cartes, c'est un coût nul jusqu'à un coût écrit. Alors, je n'ai pas trouvé plus, donc dites-moi si vous en avez. Je n'en ai pas trouvé avec un chiffre écrit plus grand que 6. Par contre, il est bien certain qu'il y a des cartes qui coûtent beaucoup plus que 6 de ressources. Typiquement celui-ci, que j'adore par ailleurs, il coûte 6 de ressources comme on le voit à droite, en haut à droite, pour pouvoir être mis sur la table, pour être ramené du cimetière. Et il en coûte, en bas on le voit, encore 6 pour pouvoir attaquer.
Ça veut dire que si avec lui vous voulez mettre une attaque à 11, il va falloir payer 12 de ressources. Pitcher des cartes, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que j'ai cette main-là et que je veuille jouer cette carte dont le coût en ressources est de 1, comme c'est écrit en haut à droite. Je place cette carte sur la chaîne de combat. Puisqu'on ne peut pas pitcher dans le vide, je la place sur la chaîne de combat et je vais devoir générer de la ressource pour payer son coût de 1. Je vais par exemple mettre cette bleue dans la zone de pitch. 3 générés moins 1 du coup, il m'en reste 2. 2 ressources pour faire autre chose, puisque cette carte-ci me permet de jouer encore une fois. J'aurais très bien pu aussi utiliser juste cette carte pour apporter une de ressources et avoir ici elle qui me donne encore une fois. La gestion de la ressource, on y reviendra plus tard, mais en tout cas sur le papier, il n'y a rien qui vous en empêche. C'est pas du tout optimal, mais sur le papier, rien ne vous en empêche si par exemple un jour vous êtes un petit peu coincé. Autre exemple avec toujours la même main. Admettons que cette fois-ci je veuille jouer cette carte dont le coût est de 4. Je vous le remets en haut à droite. Le coût est de 4. Donc pour pouvoir jouer cette carte, je la mets dans la chaîne de combat. Je dis que c'est elle que je vais payer. Et je viens maintenant placer ces 2 cartes bleues ici. Donc 3 et 3, 6, moins 4, il m'en reste 2. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait la combinaison de 3 plus 1 ressource avec celle-ci qui est rouge, puisque en fait je sais que j'ai un bonus ici qui est donné lorsque je vais avoir 2 cartes bleues dans ma zone de pitch. Lorsque j'ai 2 cartes bleues dans ma zone de pitch, celle-ci gagne un petit bonus. En outre, gardez en tête que, en gros, les cartes rouges, elles sont là pour attaquer, pour blesser, donc autant que faire se peut, ne pitchez pas avec, et que par contre, les cartes bleues qui génèrent 3 de pitch, elles sont pour ainsi dire là pour ça. Une fois que vous avez donc dans la partie attaque, placez votre carte sur la chaîne de combat. Bon, ça c'est déjà fait lorsque vous avez dû payer son coût en pitch comme on vient de le voir. Et la valeur de dégâts est lue à côté de ce symbole-ci, donc en bas à gauche de la carte. Notons que certains effets peuvent venir majorer ou minorer ce montant-là. Maintenant que vous avez lancé votre attaque, donc je vous rappelle ici, je vais me remettre, on va se remettre là-dessus, donc on a lancé notre attaque, on est là, ok. Maintenant qu'on est là, c'est maintenant au partenaire de jeu ou à la partenaire de jeu, c'est pour ça que j'ai appelé PDJ. Le PDJ ou la PDJ n'utilise pas de point d'action, PA c'était point d'action, pour pouvoir défendre à son tour. Le ou la partenaire de jeu défend avec les cartes qui sont en main et ou de l'équipement. Je dis et ou parce que si le ou la partenaire de jeu veut jouer ses 4 cartes en défense plus tout son équipement, il n'y a rien qui l'empêche. Puisque justement, il n'y a aucune limite en termes de nombre de cartes. Sauf la seule limite qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas jouer à cette étape-là de défense ce qu'on appelle les réactions de défense, qu'on a vu au tout début. On est toujours dans la phase de défense. Les dégâts qui ont été prévenus sont symbolisés par ce symbole-là, qui est donc en bas à droite des différentes cartes. Typiquement, tout à l'heure, dans notre exemple, on a cette carte-là qui vient donner 8 dégâts à la personne qui défend. J'en prends au hasard ici. Eh bien, ces 8 dégâts, on voit le petit bouclier. Rien ne m'empêche de mettre ma main, 3, 6, 9, de mettre ces 9 dégâts pour pouvoir prévenir 9 dégâts sur 8. Donc effectivement, je prends aucun point de dégâts. Donc ça, ce sont les points de dégâts qui sont prévenus par le nombre écrit juste avant le bouclier. Maintenant que les défenses ont eu lieu, c'est pas terminé, il faut maintenant s'intéresser justement aux réactions. RA pour réaction d'attaque, vous êtes la personne qui est attaquée, c'est-à-dire que vous ne pouvez jouer que les réactions d'attaque. La personne en face ne peut jouer que les RD pour réaction de défense.
Je rappelle que ces réactions de défense ou d'attaque ne peuvent être jouées qu'à ce moment-là. Il y a une phase qui porte carrément le nom, c'est facile à se rappeler. Les réactions. Pour pouvoir justement réagir aux attaques, il faut pitcher, c'est-à-dire utiliser les cartes pour pouvoir générer de la ressource, mettre cette carte sur la chaîne de combat. Je vous rappelle que la chaîne de combat, c'est ce qui est... Alors, pitch, ça c'était ma main. Chaîne de combat, c'est ce qui est en haut à gauche. Donc, on pitch, on met la défense... si c'est nous qui jouons, on met justement l'attaque-réaction sur la chaîne de combat. Et maintenant, il faut résoudre. Il n'y a aucune limite de nombre. C'est-à-dire que vous pouvez jouer 2, 3 réactions d'attaque. Il n'y a aucune limite de nombre. Vous avez la possibilité d'alterner. Là, on rentre un tout petit peu dans le détail. Mais typiquement, vous mettez une attaque, votre partenaire de jeu défend. Vous dites, ah ouais, tu défends? Pas de problème. J'ai fait une attaque-réaction. Comme ça, par exemple, je me rajoute du bonus à l'attaque. Le ou la partenaire de jeu se dit, pas de problème, moi aussi je fais une défense-réaction. Donc il fait une défense-réaction. Vous vous dites, ah ouais, tu as fait une défense-réaction? Ben pas de problème. Je te remets encore une attaque-réaction. Et là, la personne en face a par exemple plus rien. Tu dis, ah ouais, tu n'as plus rien? Et ben je te remets une troisième attaque-réaction. C'est un petit peu imagé, mais l'idée, elle est exactement là. Il y a aussi un petit peu de teasing. Autre exemple, vous mettez une attaque, vous voyez que la partenaire ou le partenaire de jeu ne défend pas. Vous dites, ben, soit il veut garder ses cartes ou elle veut garder ses cartes pour un tour plus gros, soit il n'y a pas de défense, ben, pas de problème, je mets tout. Donc vous mettez une attaque-réaction. Est-ce que l'adversaire répond? Vous voyez. Vous remettez une deuxième, ce qui fait que là aussi, vous forcez un petit peu la main. Soit le ou la partenaire de jeu veut conserver sa main pour un gros tour, soit vous souhaitez le ou la bloquer. Ce qui fait que là, on est vraiment dans une phase, avec ces réactions-là, beaucoup plus fine du point de vue stratégique que ce qu'on pourrait penser. La notion de dégâts, c'est hyper simple. Vous faites une soustraction, vous avez mis tant de points de dégâts, l'adversaire a prévenu tant de points de défense, il vous reste donc X PV qui seront perdus par la partenaire de jeu ou le partenaire de jeu. Simple. La chaîne de combat. Puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises, la chaîne de combat, chaque carte qui attaque, plus celle éventuelle au pluriel ou éventuellement aucune qui défendent, forment un maillon. La carte qu'on a mis tout à l'heure ici, ça c'est un maillon. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de maillons. Il y a des héros, certains héros, des ninjas notamment, qui vont, je suis en train de vous le préparer ici, qui vont typiquement mettre une attaque, une deuxième attaque, donc il va falloir défendre, ils vont vous mettre une troisième attaque, une quatrième attaque, etc. Ce qui fait qu'on va avoir des jeux, le plus haut que j'ai eu, c'était avec, je crois que la personne est arrivée, je crois, jusqu'à 7 ou 8 maillons. Là, c'était juste l'enfer sur Terre. Mais il y a des héros qui permettent ça. Il y a des héros qui permettent ce style-là de jeu. Donc il n'y a pas de limite en termes du nombre de maillons. Lorsque c'est à vous de jouer, vous pouvez fermer la chaîne à chaque carte que vous mettez. Vous calculez les dégâts, puis vous revenez à la phase d'attaque. Cette histoire de maillon, de chaîne, de quand fermer la chaîne, c'est difficile à expliquer dans le sens où en fait ça dépend vraiment du personnage que vous jouez, du personnage qu'il y a en face. Donc il n'y a pas vraiment de règle universelle, si ce n'est de pouvoir, de vouloir justement garder ça. Donc il n'y a pas de limite en termes de nombre de maillons, mais il faut bien évidemment un go again pour pouvoir former un second maillon. Souvenez-vous que si vous êtes ici, ça c'est le premier maillon, vous dépensez votre point d'action pour pouvoir jouer cette carte. Grâce à son bonus, vous pouvez rejouer encore une fois. Vous jouez cette carte, si elle n'a pas go again, ben vous avez fait 2 maillons. Si elle a go again, vous pouvez faire un 3e maillon. Si elle a go again, vous pouvez faire un 4e maillon. Si elle a go again, vous pouvez faire un 5e maillon.
il y a des héros qui vont, comme je le disais, enchaîner les maillons, et d'autres héros qui, au contraire, vont en mettre qu'une. Ça dépend des héros, ça dépend aussi de votre main, de plein de choses. Mais globalement, souvenez-vous que pour pouvoir rajouter un maillon, à chaque fois que vous faites quelque chose, pour le dire vite, sauf défendre autour du partenaire ou de la partenaire de jeu, il faut pour ça un point d'action. Et donc pour avoir un point d'action, il faut donc avoir joué et go again. L'intérêt de la chaîne de combat, sous-entendu de la laisser ouverte ou de ne pas la laisser ouverte, elle dépend du héros, comme je l'ai évoqué, parce que certains héros ont absolument tout intérêt à avoir beaucoup de maillons. Comme je l'ai dit, le cas du ninja, la Syndra, qui est un vrai cauchemar pour moi en Gravy Bones. Là, cette carte-là dit que si vous avez 2 ou plus maillons draconiques, alors draconique c'est parce que c'est un truc spécial. Mais bref, en gros, l'idée c'est que si vous avez 2 maillons de chaîne qui ont une certaine caractéristique, qui ont un certain mot-clé, bien si vous avez ces 2 maillons de chaîne et qui ont un certain mot-clé, vous avez le droit à un bonus. Outre les cartes qui ont un intérêt à avoir justement à trigger parce qu'il y a beaucoup de maillons ouverts, il y a des cartes qui, pour ainsi dire, peuvent jouer plusieurs fois. Cette carte-là, par exemple, je vous la montre sous vos yeux ébahis, outre le fait qu'elle soit magnifique et un petit peu chère et extrêmement utile, ce qui est vraiment fou, c'est qu'elle peut servir plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'en tant que défense-réaction, tant que vous payez, eh bien, elle vient rajouter pour le maillon de défense, le maillon de la chaîne, 2 à sa valeur de 0 en bas à droite. Autrement dit, avec un exemple, notre adversaire nous met ses 8 de dégâts dans la face. Pas de problème, nous on est là, on essaie de rester solide sur nos appuis, on va essayer de ne pas griller toute notre main. Donc admettons qu'on décide de défendre avec 3. Ça veut dire qu'il reste 5 points de défense, 5 points de dégâts à prévenir. Je mets celle-ci, je paye donc 1 de ressources. Je paye 1 de ressources parce que j'ai annoncé que j'allais payer celle-ci. Elle est bleue, donc elle génère 3. 3 moins 1, il m'en reste 2 ici. Ce qui fait que là, je vais défendre à 3 plus 2, 5. Je vais prendre 3 points de dégâts. L'adversaire a encore une fois. Admettons qu'il nous mette... alors, je vais mettre une carte au hasard. Admettons, il me met ça. L'adversaire n'a pas fermé la chaîne. J'ai mes 2 de points ici. Je passe à 1. Et je viens défendre ici encore de 2. Je remets encore une carte. À nouveau, ici, c'est juste pour l'exemple. Je remets encore une carte. Admettons qu'il enchaîne. Je remets encore une carte, il m'en reste 1. J'ai plus de ressources, je peux redéfendre à nouveau ici. Ça, c'est si la chaîne reste ouverte. Le partenaire ou la partenaire de jeu n'a pas fermé la chaîne. Maintenant, quelque chose d'un petit peu plus réaliste, en particulier avec ce deck-là. L'adversaire nous met ça dans la face. Bien, par exemple, on va décider de bloquer à 6. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui passent. Et là, on voit, est-ce que on va recevoir encore ou non une attaque ? À ce moment-là, on verra. Donc ça, c'est une autre façon de défendre. Mais il y en a plein d'autres. Typiquement, je pourrais dire, je défends qu'avec une seule carte et je crame pas ça parce que je voudrais garder ma main pour avoir un gros tour après. Ou alors même, je suis complètement fou, j'ai besoin de ces 4 cartes-là pour faire un énorme combo. Je défends rien du tout, je me prends tout dans la face. Par contre, je suis sûr qu'au prochain tour, je vais envoyer 18 ou 20 dégâts dans la face de mon adversaire. J'exagère pour 18 ou 20, mais l'idée est là. Donc c'est là aussi où, en fonction de la défense, en fonction des cartes que l'on a, c'est là aussi où on a encore beaucoup de choix stratégiques. Pour commencer, ce que je vous conseille, c'est vous laisser tout ouvert. Ok, vous enchaînez, vous faites une carte, une défense, vous faites vos réactions, puis vous enchaînez comme ça si vous avez des go again. Moi, je vous conseille vraiment de faire comme ça. Puisqu'en fait, l'intérêt ou non de fermer la chaîne, il viendra avec l'expérience et il viendra aussi en fonction du deck que vous avez.
Dès que vous voyez en fonction du nombre de maillons de chaîne, là, la question se pose. Si vous n'avez rien avec ça, franchement, vous ne prenez pas la tête. Ok, pour l'instant, on est là pour découvrir, pour se lancer. Alors, les instantanés. Donc, on est toujours dans le cas de la phase d'action. Les instantanés, j'en ai pas encore parlé, c'est le moment. Les instantanés peuvent être joués n'importe quand lors de la phase d'action. Pour ça que j'ai mis une accolade. On est toujours dans la phase d'action. Ils peuvent être joués à n'importe quel moment durant cette phase-là. Les instantanés portent le mot-clé en bas, instantané. En particulier, lui, c'est un instantané générique. Ils peuvent être joués donc n'importe quand dans la phase d'action. Il faut payer son coût s'il y a un coût. Celui-ci, par exemple, il vaut 0. Il coûte, 0 à jouer. Et il n'y a pas besoin de points d'action pour pouvoir jouer ces instantanés. C'est le principe et la force des instantanés, c'est qu'il n'y a pas besoin de points d'action, puisque en bas à gauche, il n'y a pas écrit action. Il y a écrit instantané. Donc il n'y a pas besoin de points d'action pour jouer des choses qui ne sont pas des actions. On résout instantanément, puis directement dans le cimetière qui est ici, sur la zone du tapis. S'il y en a plusieurs à résoudre, eh bien en fait on fait comme dans Magic, on résout la pile dans l'ordre inverse, c'est-à-dire du haut vers le bas. La phase de fin. La phase de fin, vous allez voir, il y a 4 étapes, mais cette fois-ci, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. La phase de fin, elle arrive lorsqu'il n'y a plus de point d'action. Je vous rappelle que le point d'action, c'est le moteur du jeu. S'il n'y a pas de point d'action, vous ne pouvez pas faire d'action. Donc, vous ne pouvez pas jouer. On passe justement à la phase de fin. Donc, s'il n'y a plus de point d'action, vous passez à la phase de fin. Tout simplement. Arsenal. Arsenal, c'est une zone qui se retrouve ici, sous la zone de héros, et qui a différentes particularités. L'arsenal, vous pouvez mettre dans votre arsenal n'importe quelle carte de la main. Elle pourra être jouée à votre tour, mais il y a plusieurs conditions extrêmement restrictives. Elle ne pourra pas être pitchée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas servir de ressource, et elle ne pourra pas non plus défendre. Autrement dit, je mets ici une carte dans mon arsenal, je ne pourrai pas l'utiliser pour générer de la ressource et je ne pourrai pas défendre avec lorsque je vais recevoir des points de dégâts. Typiquement ici, je ne pourrai pas utiliser le 3 pour me prémunir des dommages. C'est pour ça que je vous conseille de faire extrêmement attention. Moi, ça m'est arrivé sur une partie où j'ai fait une bêtise. J'ai mis cette carte-là dans l'arsenal. On voit en bas qu'il y a écrit, pirate, c'est la classe, mais à droite, il y a écrit bloc. On a dit qu'on ne peut pas défendre avec les cartes qui sont dans l'arsenal, sauf s'ils sont des défenses-réactions. Il n'y a pas écrit défense-réaction, ça veut dire que je ne peux pas défendre avec. Il n'y a pas écrit attaque, puisque la seule condition pour la jouer, c'est il y a écrit lorsque celle-ci défend. Donc en fait, en mettant dans l'arsenal, vu que c'est pas une défense-réaction, je peux pas défendre avec, donc en gros, elle a fini la partie dans l'arsenal. Je ne peux pas la jouer. Donc faites très attention à ça, si vous avez des blocs ou des cartes qui sont justement très contraignantes comme celle-ci, qui dit qu'il faut vraiment avoir uniquement un blocage ou qui ne peuvent être utilisés qu'en défense. Et bien, croyez-moi que cette carte-là, elle a passé vraiment la partie dans l'arsenal, puisqu'en fait, je peux pas défendre avec. Et comme elle trigger son effet qu'en défendant, du coup, j'ai pas pu la jouer. Donc faites vraiment super attention à ça. On est toujours dans la phase de fin, donc ça c'est pour l'état d'arsenal. La phase de pitch, c'est dans l'ordre que vous voulez. Vous remettez sous le deck les cartes qui ont été mises dans la zone de pitch. Typiquement, tout à l'heure, on avait utilisé ces deux-là. Hop, je mets ici le deck. Ça, c'était ma main. Ces deux-là, elles sont dans la zone de pitch. Je les prends, je les mets sous le deck, dans l'ordre que je veux. La notion de pitch stack, en 2 mots, c'est de dire que comme si la partie dure,
les cartes vont remonter au fur et à mesure que vous allez piocher. Et donc l'idée, c'est de se dire que je sais que je veux elle en premier, donc je mets elle en haut, au-dessus, pour qu'elle arrive en premier. Ou au contraire, je vais utiliser elle pour avoir ça, mais il faut se souvenir à quel moment on les a mis, dans quel combo on est en train de préparer, etc. Bon, le pitch stack, vous verrez ça après. Redresser une carte. Certaines cartes doivent, comme le logo l'indique, ça ressemble bien sûr à Magic, comme le logo l'indique, ça veut dire excusez-moi, ça veut dire l'engager. Vous la tournez d'un quart de tour. C'est une mécanique qui est plutôt récente, c'est-à-dire que depuis uniquement l'extension ICES, cela fait depuis uniquement l'extension ICES qu'on voit ce type de mécanique-là. Donc c'est pour ça que si vous avez des cartes avant, du coup, je crois que c'était mai ou juin 2025, et bien en fait, vous n'avez pas ces logos-là, donc pas de panique. Donc ça, c'est la première chose, donc il faut engager. Cet engagement, vous le retrouvez pour l'attaque, et ici, en fait, c'était très souvent les textes de héros. Par exemple, ici, le héros Gravy Bones, c'est ce qu'il a là. En gros, c'est un instantané, donc à n'importe quel moment de la phase d'action, vous le tournez, hop, ici, et vous dites qu'il est engagé. Là, le texte que j'ai pris, c'est la nouvelle héroïne Pléiade, dont une vidéo de gameplay et d'augmentation du deck pour moins de 70 balles arrive très bientôt. Donc très souvent, maintenant, les nouveaux héros et héroïnes ont cette écriture-là. D'autres, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare, doivent justement désengager. Flèche vers la gauche, on désengage. Dans tous les cas, à la fin du tour, toutes les... pardon, c'était ici. Donc ce symbole-là, donc à gauche pour désengager. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tous les héros, toutes les cartes doivent être verticales. Alors par exemple, je suis ici. Hop, on a ça. Alors, on va dire que j'ai utilisé Gravy Bones. On va dire que j'ai utilisé le compas. Ça, on va dire je l'ai utilisé aussi. Celui-là aussi. Voilà, on va dire qu'on est comme ça. Ça, on a utilisé la capacité du héros. Ça, on a utilisé la capacité du compas. Je vous le montre, c'est toujours la même limonade. Hein. C'est instantané, flèche vers la droite. Ensuite, on dit qu'on a utilisé un point d'action pour ce magnifique équipement en poignée. Et lui aussi, il a action. Cette fois-ci, c'est une action. Il a la petite flèche vers la droite. Et celui-là aussi, absolument magnifique. Je vais arrêter de dire ça parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce look-là. C'est vraiment ce qui me plaît. Ce côté un peu squelettique, sombre. C'est vraiment ce qui me plaît en termes de goût. Donc, cette carte-là, très chère aussi, vous demande derrière de pouvoir engager. Donc admettons, j'ai fait tout ça. Je retrouve à la fin de mon tour, là. J'ai mes deux cartes ici qui sont en pitch. Je suis comme ça. Tac, tac. On a résolu, on a fermé ça, ça va dans le cimetière. J'en parle juste après. Arsenal, admettons, je mets ça. Arsenal, pitch, je remets ces deux cartes dans n'importe quel ordre dessous, untap, donc je désengage, je redresse, et maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai le droit de piocher, je vais venir compléter du montant de l'intelligence du héros ou de l'héroïne, ce qui est donc l'étape de pioche, et on complète avec le nombre de cartes égale à l'intelligence, pardon, ça force de dire Intel, égale à l'intelligence. Le ou la partenaire de jeu ne complète pas, sauf au premier tour où les deux complètent. Donc là, on a fait tout ça. Je rappelle, hein, Arsenal, pitch, untap, redresser, draw, on pioche. On est ici et on est prêt maintenant à commencer le tour de
de ou de la partenaire de jeu. Vous commencez à sentir, je l'espère, j'en parle aussi dans ma vidéo de découverte de ce magnifique TCG, c'est que si votre adversaire a trop défendu, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de cartes pour jouer. Vice-versa à votre tour. Mais je vous laisse aller voir ça. Troisième addendum, vous êtes à court de cartes. Si vous avez votre deck qui est vide, c'est-à-dire que typiquement, il n'y a plus rien ici, tout par exemple est au cimetière. Donc si le deck est vide, je vous rappelle que la condition de victoire, c'est la personne en face de vous doit avoir ses points de vie à 0. C'est la seule condition. Il n'y a pas ici de je te meule ton paquet, etc. Il y a vraiment, la seule condition, c'est avoir que la personne en face de vous ait 0 point de vie. Si les deux sont à court de cartes, eh bien en fait, égalité. Le cimetière, c'est une zone pour les cartes qui ont été détruites, qui ont défendu, qui ont été résolues. Typiquement, résolu, c'est instantané. La zone de bannissement, pour les cartes qui sont, comme son nom l'indique, bannies. Alors, je suis devant, mais la zone de bannissement, elle est ici, en bas à droite de la zone de tapis. Comment est-ce que les cartes sont bannies? Elles sont bannies grâce à des effets, comme cette carte-là que je vous montre, qui dit s'il y a un on-hit, donc si ça touche un héros qui est marqué, donc il y a eu un token marqué, le héros bannit une carte de sa main. Donc voilà comment est-ce qu'on se retrouve avec des cartes qui sont dans cette zone, et croyez-moi, c'est vraiment l'enfer. Ces cartes-là sont injouables, c'est-à-dire qu'elles sont en prison, vous ne pouvez plus les jouer, tout simplement. Sauf si vous avez cette carte-là, alors c'est un cas extrêmement particulier, parce que déjà, c'est uniquement pour les personnages qui ont le mot-clé, donc Shadow, ombre, et là, on a le droit de jouer cette carte-ci spécifiquement depuis la zone de bannissement. J'ai pas trouvé, alors sauf erreur de ma part, mais j'ai quand même pas mal écumé les cartes, et je n'ai pas trouvé, sauf erreur de ma part, de cartes qui puissent débannir. Ça veut dire qu'en gros, une fois que la carte elle est bannie, bah, c'est foutu, hein. Ne comptez plus dessus. Ou en tout cas, s'il en existe une, elle est extrêmement rare, donc sachez que si vous faites bannir une carte, c'est quelque chose d'extrêmement punitif, extrêmement difficile à encaisser. Donc la carte est injouable, sauf mention contraire. Dégâts d'arcane. Dégâts d'arcane, c'est écrit, tout simplement, 4 dégâts d'arcane. Pour pouvoir vous défendre contre les dégâts d'arcane, vous ne pouvez pas utiliser le petit logo qu'on a vu tout à l'heure. Pour ça, il faut un matériel, un équipement spécifique, et c'est pour ça que si vous êtes un petit peu curieux et curieux, que vous regardez tous les decks, même des gens, que ce soit ultra compétitifs ou juste des gens qui participent à des armoiries, vous verrez que tout le monde a au moins 3 de ces 4, en général les 3 premières, puisque ce sont les seules cartes qui vous permettent de pouvoir vous défendre via ce qu'on appelle AB pour arcane barrière d'arcane, sur ces cartes-là. Donc, typiquement, si vous tombez contre des marges ou des élémentaires, et bien si vous n'avez pas ça, vous faites fumer, puisque les dégâts passent directement, puisque vous ne pouvez pas vous défendre face à ces dégâts-là, à moins que vous n'ayez cette barrière d'arcane. Les permanents, parfois, certaines cartes font référence à des permanents, comme celle-ci. Elle dit, vous détruisez la carte, donc amulette de perles, et vous désengagez un permanent. Un permanent, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins les cartes qui restent dans l'arène après avoir été jouées. Donc bien sûr, le héros ou l'héroïne, les équipements et les objets, comme là je vous ai mis une très jolie couronne, les alliés, de Gravy Bones, mais il y en a aussi pour Prism, des alliés ou des auras. Je répète, une vidéo sur le deck de Pléiade arrivera très bientôt, que ce soit pour son gameplay, aussi un petit unboxing, et comment est-ce qu'on peut l'upgrade pour vraiment se faire plaisir et commencer à latter un petit peu quand même de façon très intéressante. Les jetons,
Et les tokens, c'est ce que vous avez ici. Je vous ai mis qu'un bref échantillon parce que en tout, il y en a quasiment une petite trentaine. Donc là, c'est juste un échantillon. Ce sont des cartes qui ne font pas partie stricto sensu de votre pool de départ, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas comptées parmi les 60 cartes du début. Typiquement ici, le deck de prisme en contient... Le deck de prisme en contient. Et ces tokens-là sont rajoutés au gré des cartes qui génèrent ces tokens, puisqu'ils arrivent bien sûr sous certaines conditions. Nous avons fait le tour. On se retrouve du coup à la fin de cette longue et agréable vidéo. J'ai essayé de la faire justement sans pause, sans coupure, pour être au maximum. Donc je sais que parfois il y a peut-être un petit peu de cafouillage, un peu de redite, des problèmes d'angle, etc. Mais le but c'était vraiment d'essayer de le faire en une fois, comme si on s'adressait à vous, comme si je m'adressais directement à vous. Le PowerPoint était préparé. Mais voilà, pour essayer de vous faire vivre aussi ça en direct, l'explication soit la plus organique possible. J'espère que ça vous a plu. Restez connectés. Je vous souhaite une bonne game, puis à la prochaine.